Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien sur New World TV dans votre émission Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est on parle de la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie pour perdre du poids, parce que le poids, l'obésité est un vrai problème mondial. Donc nous sommes accompagnés du docteur Habitat, qui est chirurgien viscéral, donc en France, donc qui est avec nous pour nous parler un petit peu des techniques, comment il faut éviter l'obésité et comment aller consulter au moment venu. Donc docteur Habitat, tout se passe bien? Très bien, merci. J'espère bien me faire comprendre par les téléspectateurs. Oui, mais parce que c'est... il faut le faire, enfin, il faut... C'est une émission... assez complexe. C'est ça, voilà. c'est ça. Mais bon, au moins déjà là, la prévention, c'est très important, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans quel cadre, comment ça se passe une chirurgie Voilà, pour bien comprendre le cadre, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, le mot principal au cœur de la prise en charge, c'est le fait que l'obésité est une maladie multifactorielle, aussi bien dans ses causes que dans ses conséquences. Dans les conséquences, on en a parlé tout à l'heure, toutes les maladies qu'engendre l'obésité, on n'a pas fait une liste complète. Dans les causes, on ne se concentre que sur la manière de manger. C'est très important, mais il n'y a pas que ça. Il y a la manière de manger, il y a la dépense physique, le fait de faire de l'activité physique, de solliciter son corps, mais il y a aussi le climat hormonal, parce que les femmes savent très bien qu'on ne métabolise pas de la même manière avant ou après la ménopause. Et là, il y a le terrain génétique, parce que vous avez tous autour de vous des gens qui mangent 10 fois plus que vous et qui ne prennent pas 1 gramme. Oui. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tout ça là. Ça veut dire que pour faire la chirurgie de l'obésité, ça ne se fait pas avec un chirurgien seul. Bon, comme je dis souvent, quand vous avez un problème gastrique, vous avez un gastro-entérologue. Quand vous avez un problème gynéco, vous avez un gynécologue. Quand vous avez l'obésité, vous n'avez pas d'obésologue. Ça n'existe pas encore. Il faut toute une équipe. Dans cette équipe-là, la loi détermine les choses aussi. Il faut un cardiologue, un pneumologue, un endocrinologue, diabétologue, un psychiatre, parce qu'il y a des perturbations psychiatriques de l'obésité, mais d'après chirurgie aussi. Il faut une radio de l'estomac, il faut une fibroscopie de l'estomac avec des biopsies, il faut une échographie du foie, il faut un bilan biologique, nutritionnel le plus large possible, il faut l'anesthésiste réanimateur, le chirurgien. Là aussi, toute cette équipe-là doit avoir vu le patient, évalué selon des critères bien précisés d'avance. Et à partir de là, tout le monde doit se prononcer sur l'éventualité ou l'utilité de faire une chirurgie ou non. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a dit ça, c'est pas un vote démocratique, c'est pas 50% de voix plus une. C'est l'unanimité ou rien. Tout le monde est d'accord ou la chirurgie ne se fait pas. Ou il faut mettre encore des choses en place. Il faut toute une préparation du patient. Ça dure normalement 6 mois pour que le patient évalue et modifie ses comportements alimentaires, ses dépenses physiques, etc., compatibles avec la chirurgie qu'on va lui faire avant. Bon, il faut le faire ça avant l'opération, ok? Et puis, il faut que le patient comprenne surtout que cette chirurgie n'est pas une chirurgie comme les autres. Vous voyez, vous avez une appendicite, on vous enlève l'appendice, le problème est réglé. L'appendice ne va plus jamais repousser. Vous avez un cancer de l'estomac, on vous enlève l'estomac. L'estomac ne va plus jamais revenir, le cancer qui est dedans non plus. Ok, mais quand vous avez l'obésité, comme on l'avait dit avant, vous n'avez pas un organe malade. Le principe, c'est qu'on va induire une modification anatomique qui elle-même va provoquer une modification physiologique qui, à la fin, va équilibrer le bilan énergétique dans votre corps. Donc, c'est une transformation globale provoquée par un geste chirurgical de perturbation de l'anatomie, de perturbation positive de l'anatomie et de la physiologie qu'il y avait avant. Perturbation nécessaire, hein? Perturbation nécessaire et positive. Tout à fait. Ouais. Mais en même temps, cette prise en charge pluridisciplinaire n'est que le reflet de la gravité de cette obésité, hein, parce que elle est vraiment négligée. Hein. Elle est vraiment négligée selon moi. Les gens ne la prennent pas au sérieux. Et c'est quand les décompensations, les complications commencent par s'installer que les gens commencent à prendre conscience de leur obésité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment surpoids comme ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, mais... Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Alors, on a des chiffres. Oui. On a des chiffres. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres. Vous avez donné les chiffres. C'était en 2016. En 2016, sur le plan mondial. Mais au Togo, je pense que les derniers chiffres qu'on a datent de 2015, réalisés conjointement par l'OMS et le service des maladies non transmissibles du ministère de la Santé d'ici, et qui montrent qu'on a déjà un surpoids. On a 1 296 000 personnes qui sont en surpoids. Et ça touche toutes les classes sociales et surtout les classes les plus aisées. Alors, ce qui est un contraste avec l'Occident, parce que c'est les classes les plus pauvres qui mangent mal en Occident et qui sont en obésité. Alors, il y a le poids des représentations sociales aussi. C'est-à-dire que quand on a des rondeurs, on montre une bien-portance sociale, on va dire. Et voilà. Et dans ces poids, il y a des rondeurs chez la femme qui sont désirables. Ce qui fait que, en fait, ce regard posé sur l'obésité peut être biaisé alors que le problème est réel, il est là. C'est ça. Oui. On est en obésité, mais la société le permet parce que la société voit ça bien. Il faut même dire qu'il y en a qui se battent pour leur obésité. Hein. Ils se battent pour garder leur rondeur. Donc, Excusez-moi les amis, si vous faites ça, vous vous achetez des maladies. Mais il y en a pourtant, non? Il y en a. Ah oui, il y en a quand tu es en forme, on te dit, tu es bien. Et c'est ça le poids des schémas, des préconçus de société sur lesquels il faut travailler aussi. Il faut évoluer sur ces schémas-là. Faut changer de vision surtout. D'où le suivi à vie dont vous avez parlé. Hein. Vous avez parlé tantôt, le suivi à vie. Oui, voilà. Mais ça, on en parlera peut-être après les techniques du suivi à vie. Parce que la modification qu'on va introduire dans le corps avec la chirurgie va vous suivre toute votre vie. C'est pas un geste ponctuel qui règle un problème ponctuel. C'est une modification définitive, permanente, qui va vous suivre toute votre vie et dont les conséquences vont vous suivre toute votre vie aussi. Ouais. Oui. Et justement, par rapport à l'opération, donc est-ce que, enfin, il y a quel type de comment on dit ça, de technique opératoire vous mettez au patient? On va résumer ça très très simplement. Il faut connaître juste le principe parce que il n'y a pas de magie en la matière. Il n'y a pas de magie. C'est très facile à comprendre. Alors, par quel miracle? Première question, par quel miracle la matière que nous mettons dans notre bouche, qui s'appelle l'aliment, se transforme en énergie qui diffuse complètement dans notre corps, dans tous les tissus, et puis va se matérialiser encore en organe dans notre corps. Par quel miracle? Voilà, les choses sont simples. Vous avez dans le tube digestif 2 endroits, l'estomac et l'intestin grêle. L'estomac va décider en fait de la quantité de ce que nous mangeons. C'est le premier réservoir du tube digestif. Plus vous avez un estomac gros, plus vous allez manger plus, il faut bien que vous ayez la satiété avant de vous arrêter. Vous voyez. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'absorption de ce que nous avons mangé va se faire sur l'intestin grêle. Alors, je passe les détails, mais on va le retenir juste comme ça. C'est-à-dire que vous mangez, ça va être réduit en petits éléments, on va dire, ce qu'on appelle les nutriments. Et ces nutriments vont être absorbés dans les vaisseaux tout autour de l'intestin grêle. On a en moyenne 4 mètres d'intestin grêle. Donc, pour amener des calories dans votre corps, de l'énergie des calories dans votre corps, vous avez la quantité, c'est l'estomac, et vous avez la capacité d'absorption, c'est les intestins grêles. Okay? Donc, le but de la chirurgie, il est double. C'est soit de diminuer la capacité de l'estomac pour diminuer la quantité des apports, donc vous mangez moins, vous mangez peu. Parce que vous avez un estomac petit, vous vous sentez rassasié très vite. Vous voyez? Voilà, ça c'est la première chose. Diminuer, c'est couper. Oui. Soit on va empêcher l'intestin grêle de pomper tout ce que vous avez mangé pour le mettre dans votre corps. Donc on réduit l'absorption intestinale. Ok? Donc quand on diminue la capacité de l'estomac, on fait une chirurgie de réduction ou de restriction. Quand on diminue l'absorption intestinale, on fait une chirurgie de malabsorption. Où on peut associer les deux, c'est-à-dire faire un peu de restriction et de la malabsorption, on fait une chirurgie mixte. Ça, c'est le principe. Vous voyez? Donc, c'est qu'on n'ait pas beaucoup de calories à faire rentrer dans notre corps. Bon, donc la chirurgie bariatrique va agir sur ces 2 organes-là. Transformer ces 2 organes, l'estomac et l'intestin grêle. Donc, il y a plusieurs techniques, mais il y en a 3 principalement. Il y a l'anneau gastrique, il y a la sleeve gastrectomie, il y a le bypass gastrique. Alors, parce que là, sur l'image là, la sleeve, donc du coup, c'est quoi? Alors, je vais aller peut-être ici. Est-ce qu'on peut avoir l'image de l'anneau? L'anneau, s'il vous plaît, la régie. L'image de l'anneau gastrique. Vous voyez, ça c'est la sleeve toujours. L'anneau.
Si vous voulez, on peut commencer par la sleeve et puis on termine par... on revient sur l'image précédente, s'il vous plaît, la régie. Donc là, ici, vous avez à l'image 2 techniques qui ne sont pas pareilles. Vous avez une technique qui s'appelle la sleeve et l'autre technique qui s'appelle le bypass. C'est des termes anglais, on va les expliquer. Oui. La sleeve, ça veut dire manche. Pourquoi? Comme manche d'une chemise. Hein. Oui. Pourquoi? Parce que l'estomac est une poche et on va en faire un tuyau. C'est-à-dire qu'on va couper l'estomac dans le sens de la longueur et on va enlever à peu près les 3/4 qu'on va sortir du ventre. On va l'enlever complètement. Donc l'estomac qui est une poche devient un tuyau. Vous faites de l'estomac le prolongement de l'œsophage. Oui. Et l'estomac va avoir une capacité à peu près de 100 millilitres. Oui. Donc ça c'est entre griffes radicales. Vous avez un estomac petit, vous ne pouvez pas manger plus que ça. Et il y a un second bénéfice qui n'est pas en fait sur l'image là, c'est que la partie que vous enlevez sécrète une hormone qui s'appelle la gréline. Et c'est l'hormone qui va dans le système, enfin dans le cerveau, dans le système hypothalamo-hypophysaire, stimuler le centre de la faim. C'est-à-dire que ce faisant, vous réduisez la sécrétion de l'hormone de la faim aussi. Bilan de la course. Vous avez un petit estomac et la petite faim qui va avec. Donc vous ne mangez pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous voyez? Voilà, c'est pas magique, c'est juste qu'il faut réduire les apports. OK. Dans le bypass, ça veut dire court-circuit ou shunt. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on n'enlève rien, comme dans la sleeve, mais on va diviser l'estomac en 2 parties. La plus grande partie de l'estomac qui est en bas, presque le 9/10, ne va plus recevoir d'aliments. Le tout petit estomac qui est en haut là, va servir de réservoir pour les aliments. C'est à peu près 50 millilitres. Okay. Après, on va shunter l'intestin grêle sur 2 mètres. Sur 2 mètres, l'intestin grêle ne va plus absorber des aliments. Donc pourquoi c'est une technique mixte? Parce qu'avec la réduction de l'estomac là, vous avez 50 millilitres de poche gastrique, donc vous mangez très peu, mais vous shuntez la moitié de la longueur de votre estomac, de votre intestin grêle, et vous réduisez la surface d'absorption des intestins. Donc vous mangez peu, et ce n'est pas tout de ce que vous avez mangé qui va être absorbé dans votre corps. Donc les 2 associés vont donner un résultat aussi. D'accord. Okay. Et donc on va revenir sur le gastrique, sur l'anneau. Oui. L'anneau gastrique. Donc, si on peut avoir l'image. Alors, je vous explique en attendant qu'on trouve l'image. Bien sûr. Vous voyez, c'est-à-dire, je vous avais dit, l'estomac, c'est un réservoir. Oui. Alors, vous savez, toute bouteille, pour qu'elle soit pleine. Voilà l'image de l'anneau. Voilà. Alors, regardez l'estomac. Pour qu'on ait l'impression de satiété, ça veut dire que la porte de l'estomac est fermée en bas et en haut. Okay. Et les aliments qui arrivent à un moment sont piégés entre les deux et on sent qu'on est rassasié. Imaginez que la porte d'en bas soit amenée un peu plus haut. OK? Donc, on réduit la capacité de l'estomac. C'est-à-dire que les aliments vont s'accumuler au niveau de cette porte, en amont immédiat de cette porte d'en haut là, et on va être rassasié plus tôt. Donc ça vient d'en haut et ça s'arrête vraiment au niveau de l'anneau. Oui, c'est-à-dire que là, on va mettre, l'anneau c'est comme une bague. Oui. C'est comme un sphincter artificiel, c'est comme une bague qu'on va placer très haut sur la partie supérieure de l'estomac. OK? Voilà. Et au-dessus, on va avoir à peu près 20 à 50 millilitres aussi. Et cet anneau-là, on peut gonfler et dégonfler parce que c'est relié à un boîtier qui est sous la peau. Et quand on gonfle, ça fait un effet de sablier. Vous voyez, les aliments arrivent, puis on est rassasié tout très vite et ça filtre progressivement vers le bas. Donc ça, le but, c'est de réduire vraiment la quantité de ce qu'on mange. Chirurgie de restriction, de réduction. De restriction. Alors, l'impératif de tout ça là, c'est que le patient, il a un travail à faire. Il a une nouvelle façon de manger. C'est ça. Aussi bien en quantité, aussi bien en qualité qu'en fréquence. Vous voyez, vous avez un petit estomac, vous ne pouvez pas manger beaucoup. Donc, il faut que vous mangez de petites choses assez souvent dans la journée. C'est ce qu'on appelle le fractionnement des aliments. Vous mangez de petites choses, mais souvent, jusqu'à 6 fois par jour. Vous prenez un petit déjeuner, une collation à 10 heures, un déjeuner, une collation à 16 heures, un dîner, une petite collation avant d'aller au lit. Mais vous ne prenez pas votre collation et vos aliments n'importe comment. C'est-à-dire que vous devez travailler sur la qualité des aliments. C'est-à-dire, on a beau vous poser un anneau, vous faire un bypass, vous faire une sleeve. Si tout ce que vous buvez dans la journée, c'est du Coca-Cola, mais vous n'avez rien fait. Hein. Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que c'est autant de calories qui rentrent dans votre corps quand même. Oui. Ouais. Donc, c'est comme pour tout dans la vie, il y a des tabous qui vont avec. Donc, il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, il n'y a pas de miracle en la chirurgie. Comme le dirait quelqu'un, il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Ben oui, voilà. Donc, il faut respecter tout ça là. Il faut de l'activité physique.
c'est l'activité physique qui non seulement stimule le corps sur le plan immunitaire aussi, et puis le cerveau, le bien-être, etc., ça le stimule. Mais les études ont montré que l'activité physique permet de garantir le résultat de la perte de poids sur le long terme également. Mais y a-t-il un suivi après l'opération? Alors, la loi détermine un suivi aussi. Le suivi est à vie, doit être fait par le chirurgien, éventuellement l'endocrinologue diabétologue si la personne est diabétologue, le psychologue. Ah oui. Oui. Tout le monde, quoi. Et le diététicien. Non, là, les cardiologues, les pneumologues, tout ça, là, ils sont plus dedans. Sauf si le patient avait une maladie cardiaque avant. Voilà. Mais ça, c'est la base. Donc, il y a une fréquence de suivi imposée par la loi aussi, mais qu'on peut moduler si le patient en a plus besoin. C'est-à-dire que moi, j'opère quelqu'un, je vais le voir à 1 mois pour évaluer les résultats chirurgicaux. Ensuite, c'est tous les 3 mois la première année, puis tous les 6 mois la deuxième année, puis à partir de la 3e année, au strict minimum, 1 fois par an à vie. Wow. Un vrai contrôle, quoi. Mais oui, c'est contraignant. C'est contraignant. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est la solution de facilité. Est-ce que cette chirurgie qui paraît facile, qui paraît waouh, n'a-t-elle pas des risques? Alors d'abord, elle n'est pas facile. Je pense que ça peut donner aux gens le faux espoir d'une solution miracle. Moi, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas le cas. Carrément. C'est-à-dire que cette transformation du corps, c'est un outil qu'on donne au patient. Il le prend en main avec un mode d'emploi. S'il ne respecte pas le mode d'emploi, c'est peine perdue. Rechute. Surtout, comme vous le dites si bien, que c'est une chirurgie à risque. C'est une chirurgie très risquée. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur le poids qu'on ne va penser qu'à l'esthétique et dire que c'est juste pour devenir un peu skinny. Voilà, chercher les termes qui font les jeux actuellement. Non, c'est une chirurgie à risque. Regardez ceci. Vous avez un cancer de l'estomac. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'estomac et on va le recoudre à l'intestin. Ok. Vous avez une chirurgie de l'obésité. On va faire quoi? On va couper l'estomac, on va le recoudre à l'intestin. Les conséquences en termes de risque chirurgical, c'est les mêmes. Vous allez avoir le risque de saignement, le risque d'infection, de ce qu'on appelle la fistule, c'est-à-dire que les coutures qui ne tiennent pas très bien sur le tube digestif et qui laissent fuir des matières digestives qui infectent tout le ventre, vous pouvez avoir ça, des risques d'occlusion intestinale, tout ça là. Et c'est pour ça qu'il faut le suivi à vie. Et ce qui est de spécifique dans l'obésité aussi, c'est que une fois que ces risques arrivent, ils sont plus bruyants et nettement plus graves que chez la personne non en surpoids. Parce que le surpoids est une situation qui va rajouter en fait de la gravité à une complication. Je crois que très chers téléspectateurs, vous l'avez sûrement remarqué tout au long de cette émission. C'est plus grave que vous ne le pensez, cette histoire d'obésité. Les apouchous, vos rondeurs ne sont pas forcément ce dont vous avez besoin. Les rondeurs ne sont pas forcément des choses dont votre corps a besoin. Donc faites beaucoup attention à ce que vous mangez. Alors, j'aimerais apporter un petit bémol quand même. Oui, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Nous autres Africains, nous avons la chance d'être galbés. Ça, c'est bien. Le galbe, c'est beau. La rondeur excessive, c'est pas tellement ça. C'est ça. Et juste un petit conseil pour nos téléspectateurs, Dr Avita. C'est que ne vous laissez pas aller à la facilité, parce que je vois qu'il y a beaucoup de publicités que moi je dirais mensongères. Depuis que je suis rentré, j'en ai entendu un peu partout. Des gens qui pensent qu'on peut leur galber telle partie du corps, qu'on peut leur aspirer la graisse dans telle partie du corps, ou bien qu'on va leur faire un geste miracle chirurgical pour les guérir de l'obésité. C'est une histoire à vie. Prenez l'avis d'un spécialiste. C'est très important. Avant de tenter quoi que ce soit, prenez l'avis des spécialistes. Et cette facilité qui consiste à payer en Tunisie, en Turquie, tout ça là pour aller faire son intervention et revenir, vous vous exposez à des complications très graves si vous n'êtes pas suivi par une équipe multidisciplinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Avita, merci à vous pour l'invitation. Pour cette émission. Mais on va revenir sur d'autres sujets parce que c'est tellement passionnant. On n'a même pas vu le temps passer, Dr Faisal. Oui, et pour ceux qui ne sont pas encore satisfaits, vous pouvez toujours nous laisser vos messages et nous envoyer vos inquiétudes sur notre numéro WhatsApp ou encore sur notre page Facebook, simplement Direct Santé. Voilà. Merci, un grand merci à vous. On se retrouve demain. Bonne journée. Merci.